Bah, Benjamin, merci. Première chose que j'ai envie de te dire, c'est de te remercier vraiment d'avoir accepté l'invitation, de venir partager ton expérience avec les PhD, les masters ou les gens qui sont curieux. Donc toi, Benjamin, tu es de Clermont-Ferrand, c'est ça ce que tu disais? J'habite actuellement à Clermont-Ferrand. Je suis originaire de Grenoble. J'ai beaucoup bougé pour mes études. Donc, c'est une D'accord, nouvelle vie, une nouvelle ville. génial. Depuis quand tu es à Clermont-Ferrand, Benjamin? 6 mois. Je suis arrivé en plein deuxième zone de restriction, enfin vague de restriction. Donc, J'imagine avec le déménagement et tout. voilà. Donc toi, Benjamin, tu as 29 ans et tu as commencé, donc tu as fait une thèse de 2015 à 2018, c'est ça à peu près, une thèse qui a duré C'est 3 ça. ans avec un petit Donc, prolongement. ouais, voilà. Donc, si tu veux, juste de manière très générale sur mon parcours, j'ai tout enchaîné. Donc, c'est-à-dire que juste après le bac, je suis directement rentré en école d'ingénieur et jusqu'en 2015 où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Et après, j'ai aussi directement enchaîné avec une thèse, c'est-à-dire que là où j'ai fait mon stage de fin d'études pour mon diplôme d'ingénieur, donc l'équivalent des stages qu'il y a en Master 2, j'ai été directement pris en thèse derrière. Donc, j'ai pas eu de Donc temps toi, mort. donc toi, Benjamin, tu es quand même notre premier profil qui est passé, qui n'est pas passé par un système LMD classique en université, donc qui est passé par une école d'ingénieur qui est l'ENSA à Lyon, c'est ça? Et puis donc en dernière année, si tu peux juste nous expliquer, pour qu'on voit la différence du côté de système LMD, tu fais un stage de 6 mois donc en alternance dans une start-up, c'est ça? Et comment ça fonctionne? Oui, donc en fait, le système ingénieur est légèrement inversé par rapport au système LMD, enfin LM en tout cas. C'est-à-dire que normalement, il y a 3 ans de licence, 2 ans de master. Pour les écoles d'ingénieurs, c'est l'inverse. Souvent, on a 2 ans de cours préparatoires. Donc ça, je les ai fait à Montpellier dans une autre école d'ingénieurs avant de passer à l'INSA de Lyon pour le cycle de spécialité. En fait, souvent, les 2 premières années sont assez générales et les 3 dernières années sont un peu plus spécialisées dans un domaine. Et là, je les ai donc faites à Lyon et ça débouche donc sur ce qu'on appelle un diplôme d'ingénieur qui est un peu spécifique à la France, hein, qui n'est pas vraiment très défini dans le reste du monde, en dehors de nos frontières en tout cas. Et suite à ça, alors avant c'était un peu plus compliqué, mais maintenant ça s'ouvre de plus en plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une école d'ingénieur, on nous reconnaît le grade de master, ce qui est un peu méchant pour vous parce qu'on ne vous reconnaît pas le grade d'ingénieur. Et ouais. Ça ne marche pas dans les deux sens, malheureusement, hein, parce qu'au final, c'est quand même un parcours en 5 ans dans les deux cas. Et suite à ça, donc en fait, c'est très important parce que pour la thèse, comme vous le savez, normalement, en fait, il faut qu'on ait un équivalent de master. Et ce n'était pas toujours donné dans le cas des écoles d'ingénieurs. Donc, il y avait des gens qui suivaient des doubles cursus pour acquérir le master. Moi, j'en ai pas eu besoin parce qu'ils avaient autorisé donc, que les ingénieurs aient le grade de master, donc puissent accéder à la thèse directement. Et dans le cadre en fait de l'école d'ingénieur, alors ça a changé pile l'année où je suis passé, on n'avait qu'un seul stage qui était un stage rémunéré de 6 mois en dernière année d'école d'ingénieur. Maintenant, il y en a un peu plus, on peut en avoir en troisième et quatrième année qui sont plus courts, souvent non rémunérés ou pas Mm. forcément autant rémunérés que le stage de fin d'études. Et donc, une fois qu'on arrive à ce dernier stage de 6 mois, comme pour le cas du master, on rédige à la fin un mémoire, on nous octroie le diplôme et on peut passer ensuite à la suite, Ok. qui est donc, dans mon cas, la thèse en tout cas. Donc, du coup, tu as fait ce stage de 6 mois, donc ta dernière année donc, dans l'école d'ingénieur, au sein d'une start-up, c'est ça, en R&D. C'est ça. Donc, j'avais trouvé ce stage quand j'étais en Erasmus. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était que la startup travaillait avec un laboratoire public. Donc, à l'époque, je n'étais pas du tout décidé, hein, quand j'arrivais à la fin de mes études, j'étais là. Bon, moi, j'ai été élevé par une mère directrice de recherche à l'INSERM. Oui, Donc, elle m'avait. Alors, bizarrement, ne voulait pas que je fasse de thèse. Elle m'a ah, dit, ça c'est ne fais pas de important. thèse, C'est tu n'auras intéressant pas de ça. boulot, mon fils. Non, c'est pas qu'elle m'a dit ça comme ça, mais elle m'a mis en garde Dieu. sur la réalité de la thèse, parce qu'elle, ça D'accord. la faisait beaucoup souffrir de voir des étudiants très bons finir leur thèse, ne pas avoir de poste dans le public Ouais. et galérer dans le privé. Et c'est elle qui m'a poussé vers des stages et après vers une thèse qui était en partenariat avec du privé, parce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'elle faisait beaucoup, elle, parce qu'elle trouvait que c'était bien mieux pour l'insertion des jeunes docteurs qui ne voulaient pas rester dans le public. D'accord, donc elle t'a Donc, encouragé quand même à faire une thèse ouais. malgré tout, mais Bah, plutôt en recherche quand, publique. quand elle a vu ma détermination, elle m'a dit, Ah, vas-y, c'est une expérience qui est intéressante, mais elle m'a dit, ne te ferme pas la porte de travailler dans le privé. alors Parce que la justement, réalité.
Vas-y. Parlons-en de ta détermination, justement, déjà. Parce que la question qui vient, c'est pourquoi faire une thèse après une école d'ingé, finalement Et, bah alors, exactement, parce que, bon, au final, moi, dans ma promo en biologie, on était 20-25 personnes et on a dû être 3-4 à faire une thèse quand même. Donc, sur une promo de 25 ingénieurs, il y avait quand même 4 qui ont décidé de partir vraiment sur le côté, on va dire, très recherche. Euh, En fait, c'est parce que aussi, en école d'ingénieur, contrairement à peut-être les images que vous pouvez avoir de nous en master, on a des enseignements qui sont faits par des enseignants-chercheurs. Donc, en fait, Ah, ça ne change pas beaucoup. On a des intervenants qui viennent de l'extérieur et ils le font de plus en plus parce que la réalité industrielle fait qu'en fait, ce qu'on nous apprend sur le métabolisme, etc., ce n'est pas vraiment ce qui est utilisé dans les boîtes comme Sanofi pour faire du marketing, de la qualité, enfin, tous les postes auxquels un ingénieur peut prétendre. Et donc, moi, quand je suis arrivé à la fin du diplôme, je ne me voyais pas faire trop autre chose que de la R&D. J'étais même plutôt bien R plutôt que D, donc plutôt recherche. Et donc, je me suis quand même dit que dans le public, c'était quand même compliqué et que je ne voulais pas fermer la porte au privé sans avoir connu, même si forcément, quand on a des enseignants-chercheurs qui nous font un peu leur messe tous les jours, ce n'est pas forcément le privé auquel ils parlent avec le plus grand bien. Notamment que nous, on avait un prof qui venait de Danone, qui est venu travailler dans le public et qui n'avait pas forcément une très très bonne opinion toujours ah, du système privé. Mais bon, voilà, je pense que c'est complètement expérience dépendant. Et donc moi, je suis parti dans l'idée, voilà, je voulais faire une thèse parce que je voulais rester quand même dans le monde de la recherche, mais j'avais ciblé quand même la startup parce que je me suis dit, ça m'apportera toujours le côté science appliquée qui, au final, malheureusement aussi d'une certaine façon, est systématiquement demandé dans tous les projets de recherche qui sont faits. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, je fais d'une pierre deux coups. Je vais essayer de passer ma thèse et en même temps, je vais essayer de gagner une expérience à la frontière du public et du privé. donc, tu as fait tes 6 mois à ta dernière année d'école d'ingé et tu as continué dans la même start-up, c'est ça? Exactement. Ok. Donc, en fait, pendant mes 6 mois, j'étais vraiment dépendant de la startup. Et après, quand j'ai basculé en thèse, j'avais un financement régional. Donc, c'est un financement qui est un peu particulier. Il n'y avait pas de concours. C'est un dossier qui a été déposé par la startup pour un financement d'un jeune doctorant pendant 3 ans. Et c'est pas tout à fait une thèse cifre, mais le principe s'en rapproche. Et que voilà, ils ont jugé, ils ont dit d'accord, on finance une partie de son salaire et vous financez le reste. Et, vous pouvez donc l'inscrire en école doctorale pour faire la thèse pendant 3 ans. Une partie, du coup, c'était 10% la Oui, c'est start-up ça, c'est et plus ça. C'est que 90. la différence d'une cifre où généralement les cifres sont mieux payées parce que le pourcentage que doit amener l'entreprise est plus élevé. Pour mon cas, je crois que c'était autour de 10-20%. C'était pas D'accord. j'ai pas eu la thèse la mieux payée Ok. de Alors, l'histoire. comparé aux thèses universitaires, tu es sur un montant assez équivalent, non? Oui, alors moi j'étais à 1380, 1350 Net. net C'est à après peu le près peu ça, d'impôts hein. que je payais, mais voilà. C'est ça à peu Donc près, je pense, c'était hein. pas énorme. Je sais pas combien vous êtes payé vous du Je coup. crois que c'est ça, hein. S'il y a encore des doctorants ici, ça a peut-être changé, mais il me semble que c'est aux alentours de 1300, entre 1300 et 1400 aussi, hein. Voilà. Si vous avez un chiffre exact, n'hésitez pas à chatter là-dessus. Mais oui, oui, ça doit être ça. Donc, bon, c'était pas payé plus que effectivement un Voilà. doctorant, donc un ICM ou un CNRS. Mais bon, Voilà. tu avais quand même ce statut étudiant ensuite. Tu avais ta carte d'étudiant, tu étais inscrit à l'université. Oui, bah en fait, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, le financement était géré par l'université. Et moi, en fait, j'avais voilà, 10% de ce financement qui provenait de la startup. Mais tout était géré par l'université. Mes fiches de paye étaient faites à D'accord. l'université et j'avais une seule contrainte qui était posée par la région. Donc, je n'avais pas d'heure d'enseignement comme certains peuvent Ah, avoir. Enfin, il fallait que je fasse la démarche si je voulais en avoir. Je n'ai jamais réussi à en avoir. Pour X, je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être que voilà, je ne sais pas comment ça se fait d'habitude. Mais moi, il fallait que je fasse au minimum. euh, alors, je me souviens plus. J'avais un nombre d'heures de vulgarisation scientifique à faire pendant au moins les 2 premières années de ma thèse. Donc, c'était vraiment une, une obligation de faire ça pour que je puisse toucher mon financement jusqu'au bout. Donc, très vite, je me suis retrouvé à faire de la communication scientifique avec l'université. d'accord.
parce que c'était voilà, une obligation de mon financement. Puis bon, bah, moi, j'avoue que j'ai sauté aussi sur l'occasion parce que j'ai trouvé ça super et je me suis beaucoup éclaté, surtout ma première année de thèse. Je me suis vraiment éclaté sur cet aspect-là. Bon, mais génial. Écoute, ça commence à chatter un petit peu par rapport au salaire. Je pense que c'est ça, hein. On me dit. Alors, Delphine, je crois que c'est toi qui m'as dit 1390. Delphine gagnait 10 euros de plus que toi, tu vois. Et puis, sinon, Elise, elle était sur du 1400 net. Elle gagnait 20 euros de plus que toi. Donc, je pense que c'est à peu près équivalent. Oui, Donc, voilà, une c'est dans carte ces eaux-là. d'étudiant, finalement, un petit peu une thèse, un peu comme si tu étais à l'INSERM ou au CNRS. Par contre, c'est dans une start-up. Et nous, on est curieux de comprendre c'est quoi une thèse dans une start-up, malgré qu'effectivement, le sujet soit très appliqué, hein, ce qui change beaucoup des autres Oui. thèses en Et ben académie. en fait, c'est ça qui est assez, c'est, enfin, qui est à la fois très différent et pas si différent que ça. C'est ce que j'ai essayé de t'expliquer lorsqu'on en a parlé la première fois. Les startups, c'est souvent les résultats de recherche appliquée qui ont pu être faits dans des laboratoires publics sous forme de petites entreprises. Donc, c'est des petites entreprises qui peuvent aller de une à une dizaine, vingtaine de personnes. C'est limité par la taille, en fait, plus ou moins ce qu'on considère vraiment comme une start-up, parce que maintenant, c'est utilisé un peu à tort et à travers. Et en fait, ces petites structures sont indépendantes financièrement, donc c'est qu'elles ne touchent pas forcément des financements directs de l'université pour fonctionner. Elles doivent trouver leur financement. Mais d'une certaine manière, elles fonctionnent comme les unités de recherche. Donc, par exemple, la startup où j'étais, il y avait des projets ANR qui étaient en cours, il y avait des projets européens, d'autres collaborations avec des unités de recherche publiques ou des industriels. Et donc, on était quand même toujours, enfin, moi, je me souviens toujours qu'il y avait la période d'ANR chaque année où je participais plus ou moins suivant les projets. Des fois, je ne participais pas, hein, ça m'arrivait aussi. Ce n'était pas toujours pour moi les demandes de financement. Et au final, ce n'est pas si différent que le fonctionnement qu'on peut retrouver dans une unité de recherche classique, enfin, purement universitaire ou D'accord. CNRS, INSERM. Donc, on retrouve ces fameux appels à projets, ANR, projets européens, tout Exactement. ça. Donc, vous avez la même pression au niveau financement, comme tu dis, puisque les startups sont indépendantes. Et donc, du coup, en termes de charge de travail, faire sa thèse au sein d'une startup, c'est quoi? Est-ce que c'est venir aussi le week-end? C'est rester très tard le soir aussi? Est-ce que c'est la même chose? Alors, exactement. Bon, déjà, j'avais un contrat qui est un. Alors, ce n'est pas forcément le cas des thèses chiffres, donc je ne voudrais pas m'avancer, mais en tout cas, moi, dans mon cas, c'était un contrat qui était fait par l'université, donc j'avais le même nombre de jours de vacances que vous, et j'avais aussi peu de restrictions horaires que n'importe qui, je pense. Donc, je suis venu des week-ends, je suis aussi, bah, voilà, j'avais la flexibilité qui était liée aussi à mes encadrants, hein, qui me faisaient confiance. Donc, voilà, des fois, effectivement, je partais plus tôt, mais je partais aussi plus tard. Et moi, je n'ai pas vu vraiment de différence à des personnes, parce que j'étais aussi dans l'association d'étudiants en thèse de l'université d'Aix-Marseille où j'ai fait ma thèse. Et on retrouvait à peu près le même rythme. On avait à peu près le même rythme. Sauf que moi, j'étais conscient peut-être de certaines choses en termes de fonctionnement et contrat de travail qu'eux n'avaient pas. C'est-à-dire que moi, forcément, je travaillais avec des gens qui étaient avec des contrats de travail qui étaient à 35, 38 heures, des contrats jours, etc. Donc, j'avais cette réalité qui était à côté de moi et qu'un de mes co-directeurs de thèse m'avait dit, tu es dans un contrat de travail, donc tu as des obligations, mais tu as aussi des droits. Donc, ce qu'on oublie un peu, hein, parce que tout ce qu'on signe même avec les universités, en théorie, si on regarde et qu'il y a le nombre d'heures, on ne devrait pas faire plus de 35 heures. Mais bon, ce n'est pas possible, hein, bien sûr, en cas pratique. Mais moi, je sais que j'ai dû reprendre des étudiants parce que c'est là où on voit, je me permets juste de faire une parenthèse, c'est là où on voit des fois l'engrenage qui peut se passer et où ça commence et qu'on devient après des PI, des chercheurs qui sont un peu nocifs. C'est qu'on se dit, mais en fait, c'est normal, on vient parce qu'on est passionné, on vient parce qu'on veut faire de la recherche, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un cadre légal et on est dans une société et qu'il y a des contrats et qu'il ne faut surtout pas juger les gens qui font leur nombre d'heures tant qu'ils font leur travail dans de bonnes conditions. Et moi, je trouvais qu'il y avait des fois cette pression un peu nocive qui était de dire « Ah, mais de toute façon, en thèse, on est obligé de venir le week-end. » Non, on n'est pas obligé de venir le week-end. Donc, Benjamin, ton directeur t'a dit « Attention, effectivement, tu es sous contrat, etc. » Mais est-ce que ça veut dire qu'il était sensibilisé et que du coup, il te disait parfois « Non, week-end, pas forcément trop » ou c'est pareil finalement? Tu vois ce que je veux dire? Alors, disons qu'il ne me mettait pas la pression pour venir travailler le week-end. Il préférait que j'évite, en tout cas, le plus possible d'éviter de venir travailler le week-end. Il était conscient que ce n'était pas toujours possible.
Ça lui arrivait à lui aussi des fois voilà, de passer le week-end, mais on est quand même soumis à des lois et à des règles que je trouve c'est bien de les rappeler aux étudiants parce qu'après, des fois, quand on arrive sur le marché du travail, des fois, on le prend très mal que les autres fassent leur nombre d'heures et que nous, on est là, on reste jusqu'au bout, on reste plus tard. Ouais, c'est vrai. Des fois, c'est un peu nocif enfin, Mm, nocif. C'est pas toujours très bien comme comportement. Ce n'est pas une mauvaise chose de faire son nombre d'heures. C'est bien aussi de se dégager du temps à côté. Et je pense que c'est tout ce qu'on a pu se dire, c'est que des fois, on a la tête dans le guidon. On a la tête dans le guidon parce que pendant la thèse et dans le cadre de la thèse, on se la maintient la tête dans le guidon pour de mm. bonnes raisons aussi. Mais une fois qu'on en sort, il faut savoir aussi revenir dans un monde qui est un peu plus normé, un peu plus réglé et qui Mm. dépend aussi des contrats qu'on signe. Il faut bien faire attention à ce genre de choses, Ouais, donc, notamment. essayer de se limiter quand même en nombre d'heures, ça permet de se préparer, surtout si on souhaite switcher vers le privé, parce que ça fonctionne sous contrat, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. J'ai une petite remarque, je crois, de Delphine qui disait quand on travaille avec les animaux, c'est compliqué. Oui, Exactement. Je même suis si tout à Benjamin, fait d'accord. je pense que parfois, il faut essayer d'adapter les protocoles. Moi, j'ai déjà vu dans mon ancienne équipe, donc qui ont dit pour éviter de venir ce samedi, j'adapte le protocole, je commence plus tôt, on s'arrange et on trouve des solutions. Mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir le supérieur, le directeur de recherche, qui comprend et qui accompagne dans cette démarche. Parce que souvent, comme tu dis, des fois, c'est nocif. Mais je suis tout à fait d'accord, hein, et notamment avec les animaux, c'est pas facile. Et en même temps, quand on est dans une entreprise, moi je sais que pour avoir des amis qui sont restés au niveau ingénieur et qui ont évolué dans des grandes structures où ils doivent venir, par exemple, pour faire de la production de protéines, où ils viennent le week-end, c'est cadré, hein. Ils doivent pointer, ils doivent dire de quelle heure à quelle heure ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. Ils ne font pas n'importe quoi. C'est que nous, des fois, on va venir le samedi comme on viendrait le vendredi, le jeudi, etc. Pareil pour le dimanche. Et c'est vrai que des fois, cette habitude, une fois qu'elle s'installe, on est quand même un peu plus, on s'y habitue peut-être un petit peu trop. Et on pense plus des fois sur 5 jours, mais sur 6 ou 7, ce qui est à Ouais. la fois bien et à la fois aussi, il faut faire attention pour pas non plus nuire à notre santé. Et ça peut arriver très vite quand même. Parfaitement d'accord. Donc, du coup, Benjamin, le fait d'avoir évolué dans une start-up, forcément, ça t'a sensibilisé à tout ça, finalement, cette histoire de contrat, cette histoire d'heures, etc. Maintenant, si on parle un peu plus de ton sujet de thèse, très appliqué, j'ai bien compris, tu travailles sur des pansements. Est-ce que tu peux nous dire concrètement, ça correspond à quoi des manips quand on travaille sur des pansements, le développement de pansements? Alors en fait, donc moi quand je suis arrivé, il y avait donc une ANR qui a été faite entre un laboratoire de recherche publique, une start-up et un industriel. Bon, je ne vais pas mentionner leur nom parce que je ne sais pas où ça en est, toute leur tractation entre eux, mais bon, c'était de toute façon une ANR, donc il y avait quand même une partie publique. Et donc le but de ce consortium-là, c'était donc de développer un nouveau type de pansement antimicrobien. Donc en fait, typiquement, la start-up avait l'innovation, donc l'enzyme antimicrobienne, je travaillais sur des enzymes, qui venaient des recherches d'un laboratoire, donc le laboratoire public avec lequel on travaillait, et il y avait donc l'industriel qui lui apportait donc l'aspect qui était sur le pansement. Le but, c'était vraiment d'essayer de transférer un peu la technologie et de passer de l'innovation à un produit. Et D'accord. qui, contrairement à ce qu'on pense, c'est là aussi où il y a un énorme gap. Donc, il y a le gap de la recherche, qui est vraiment de faire naître l'innovation. Voilà, on fait beaucoup de recherches, des fois on ne comprend pas trop à quoi ça sert, puis un jour il y a un boom, et hop, on tombe sur du CRISPR, sur des nouvelles trucs, parce qu'il y a eu tout un tas de recherches avant qui ont permis de déboucher à cette innovation. Et après, il y a la deuxième grosse étape qui est de l'innovation au produit, service ou tout ce qu'on veut derrière, et qui là se heurte à d'autres réalités. Et donc là, le but, c'était déjà d'arriver à faire un prototype pour pouvoir voir si déjà c'était possible de mettre une enzyme dans des pansements. Parce que bon, les pansements, c'est plus de la plasturgie sur certains aspects. Donc, c'est des tissus qui sont faits avec des plastiques, qui sont chauffés à 200 degrés. Quand je vous dis 200 degrés, vous ne pensez pas enzyme forcément. Ouais. En fait, c'était là aussi l'innovation, c'est que je travaillais avec des enzymes qui étaient thermostables. Et donc, on arrivait à les intégrer dans leur procédé. Mais voilà, et c'est là où je me suis retrouvé en fait confronté à leur monde. Moi, j'étais dans le monde très recherche, très on bidouille, on montre des petites choses, on fait, par exemple, moi j'ai fait pas mal de tests pour montrer que l'enzyme était résistante à de très hautes températures, qu'on pouvait la mélanger avec un certain nombre de solvants, qu'on pouvait la fixer dans différents types de polymères, etc. Donc, c'est des choses qui en soi ne sont pas forcément publiables, qui ne sont pas hyper intéressantes non plus d'un point de vue on va dire scientifiques purs et durs, hein, mais qui sont en fait nécessaires parce que c'est très beau d'avoir je vous dis n'importe quoi, un super médicament, mais si votre médicament il est incapable d'être métabolisé par l'homme ou qu'à 4 degrés il s'effondre en 2 jours,
les industriels vont vous dire, mais quel est l'intérêt? Enfin, quel est l'intérêt de ça? Ça peut être génial. Si en termes pratiques, on ne peut pas le mettre en place ou c'est très difficile de mettre en place, et ben, eux, ils vont un peu grincer des dents et ils vont dire ouais, ben, on va attendre que vous ayez encore plus mûri. Donc là, du coup, on a eu pas mal d'allers-retours avec eux pour voir qu'est-ce qu'eux, ils attendaient, comment eux, c'était fait, parce que eux, ils voulaient acquérir une innovation, mais en même temps, ils n'étaient pas prêts non plus à changer comment ils produisaient leur pansement. Ils étaient prêts à essayer de nouvelles choses, mais ils ont des chaînes de production, ils ont des chaînes de choses, ils ne peuvent pas dire du jour au lendemain, on va ouvrir une nouvelle chaîne de production pour un nouveau pansement. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Donc, du coup, il y a eu plein d'échanges qui avaient pour but de montrer qu'on était capable de faire un prototype fonctionnel et de montrer que l'enzyme avait un intérêt. Donc, c'est beaucoup d'in vitro. On a essayé de faire un peu d'in vivo, mais c'est toujours compliqué sur les animaux, notamment sur les souris et les rats. Les brûlures, c'est pas du tout adapté. Les pansements, c'est pas adapté parce que ça tient pas sur les souris et les rats non plus toujours très bien. Et il y avait aussi donc le fait que nous, on sortait d'une innovation où on n'avait forcément pas testé en vie réelle, on n'avait pas testé non plus sur toutes les exigences que peut avoir un industriel sur leurs aspects, on va dire, pratico-pratiques, mais aussi efficacité. Ils ont des choses dans les idées, enfin, ils ont des idées et des attentes qui ne sont pas forcément les mêmes que ce que peut avoir un chercheur. Un chercheur va vous dire « Ah, c'est génial, j'ai étalé sur ma boîte de pétri, j'ai plus de bactéries, c'est génial. » Ils vont dire « Oui, mais attendez, est-ce que vous avez suivi telle norme? Est-ce que vous avez regardé sur telle bactérie? Est-ce que vous avez fait ci, ça ?» Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte un gros mot dans le monde du dispositif médical qui est les affaires réglementaires. Et alors là, c'est aussi tout Encore un autre quelque chose. monde. Voilà. Tout à l'heure, Et Benjamin, tu parlais de publication. Du coup, tu as publié. T'as alors, publié. Comment ça se oui, fonctionne? j'ai honnêtement pas à me plaindre. J'ai encore regardé, j'ai fait quand même, comme toute personne avec un minimum d'ego, hein, c'est pas toujours très beau, mais je me suis fait un profil Google Scholar pour voir le nombre Ouais. de mes publications et leurs citations. J'ai réussi à publier assez facilement parce que justement les startups ont encore ce statut très proche des académiques, donc ils n'ont pas trop de problèmes à publier. Et c'est d'un côté une très bonne vitrine pour eux parce que il y a d'une part la propriété intellectuelle, donc les brevets, etc., où bien sûr il faut faire attention, mais en même temps, valider une technologie à travers des publications qui ont été revues par des pairs, d'un côté pour les industriels, c'est aussi une certaine... ça les rassure quand même un petit peu. Donc, bien sûr, il ne faut pas tout mettre dans les publications, mais en même temps, publier et dire que on a montré que sur telle bactérie, ça fonctionnait, qu'on avait ça, et qu'il y a des gens derrière qui ont revu et qui ont dit, bon, vos manips ont l'air OK, hein, c'est jamais parfait, mais bon, elles ont l'air bien, elles ont été faites en tout cas selon le standard du journal. Bon, ça apporte quelque chose et c'est aussi une certaine façon de communiquer dans le monde scientifique l'innovation et pour faire des futures collaborations ou des futurs échanges pour toujours développer plus d'innovation et pour aussi la valider et se rassurer un petit peu soi-même, dire bon, d'accord, on fait quelque chose, mais elle respecte quand même certains standards scientifiques pour montrer l'efficacité, par exemple. Donc, je n'ai pas eu de problème et j'ai aussi donc pu faire des articles et des revues qui ont relativement bien pu être cités, mais pourtant, je n'ai pas continué dans le public pour autant. Génial. Donc, ça veut dire qu'en startup, on publie bien, donc on n'a pas de soucis. On peut publier, et Mais notamment quand on arrive notamment quand on arrive au début des startups, souvent elles essayent de publier et après, donc pour ce que je fais actuellement, la recherche clinique, il y a encore le système de publication qui est présent, très présent, mais on en parlera après. Toi, tu continues à publier, c'est génial. Du coup, globalement, tes 3 années de thèse sont plutôt bien passées. Elles se sont bien passées, je n'ai pas eu de problème avec mes directeurs de thèse. Je ne vous dis pas que c'était tout le temps très rigolo. Hein. Partout, Je pense qu'on partout. a tous eu nos petits coups de blues. Ce qui a peut-être été un petit peu dur pour moi, c'est que c'est vrai que j'avais une vision qui était, mais je crois que je te l'avais un peu dit, c'est que j'avais, désolé de l'expression, le cul entre deux chaises. Donc, c'est-à-dire que j'avais d'une part la casquette un peu publique et de l'autre part la casquette privée. Et donc, c'est sûr que je réfléchissais beaucoup et j'étais pas forcément, je me fermais pas la porte à un postdoc, mais en même temps, je n'étais pas complètement sûr de vouloir rester non plus dans le monde universitaire pour autant. Et donc, du coup, Benjamin, par Ça m'a rapport à beaucoup cette questionné. transition,
Excuse-moi de te couper, Benjamin. On va essayer d'avancer un petit peu, il est bientôt 30. Par rapport justement, alors on a passé du temps parce que comme tu es le premier à être passé par une école d'LG et en plus à faire ta thèse au sein d'une start-up, je pense que ça peut intéresser. N'hésitez pas à commenter là-dessus. Et donc, juste pour dire, tu as soutenu ta thèse et après, est-ce que tu avais une idée, parce que tu parles de postdoc, tu ne savais pas trop à ce moment-là du coup. Tu ne savais pas trop si tu allais vers un postdoc, si tu allais vers le privé, c'était encore un peu flou Exactement, dans ta tête. exactement. Alors j'ai eu l'occasion de faire une formation à l'université qui était de nous aider à réfléchir notre parcours de professionnel. Il n'en était pas ressorti vraiment que je voulais aller faire des postdocs. Ouais. Donc je m'étais plutôt dirigé encore, la startup avec laquelle je travaille m'avait proposé un premier contrat, donc un CDI. Ça, c'est quelque chose qu'il faut tout ce que vous reteniez quand vous sortez de thèse. Choisissez bien votre premier CDI parce que souvent, c'est un avantage pour vous car ils ont, en tout cas pour l'entreprise qui vous emploie, c'est un bénéfice fiscal. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas trop. Alors, je ne me souviens pas, peut-être que C'est Delphine. bien pour recherche, on a une spécialiste avec nous, on a Delphine Voilà, qui je travaille pense que Delphine doit dans le connaître ça domaine. par cœur, mais c'est lié en fait au fait que l'État favorise l'emploi des jeunes docteurs lors de leur premier CDI et donc avantage les entreprises au niveau financier sur cet aspect-là. Et donc, moi, j'ai continué un peu avec la startup. Donc, ça m'a permis de continuer sans trop me poser de questions et de commencer à regarder ce que je voulais faire à côté. Donc, j'ai pu finir aussi les travaux de recherche. Donc, je n'ai pas trop fini sur de la frustration parce que justement, j'ai pu finir un peu ce que j'avais commencé au laboratoire. Et un jour, je me suis quand même dit, bon, je suis un peu trop dans ma zone de confort et il faudrait que j'en sorte. Donc, j'ai pas mal réfléchi. Et en fait, en discutant, j'avais interagi avec une chercheuse du CNRS pendant ma thèse. Et je lui ai demandé donc s'il y avait moyen donc, de faire peut-être un postdoc ou un travail de recherche avec elle. Et en fait, elle m'a proposé une collaboration publique-privée. Je me suis retrouvé encore au centre d'une interaction organisme de recherche et start-up. Et là, le but, donc là, je ne peux pas en parler parce que c'est encore sous secret, enfin, en tout cas confidentiel. Et donc, en fait, c'était l'organisme de recherche qui gérait une fois de plus mon contrat à partir de financements apportés par le privé. Et donc, c'est un peu j'avais plus ou moins le titre de postdoc, mais moi, typiquement, ce que je faisais, c'était du transfert de technologie. Donc, par rapport à la spécialité du laboratoire, j'ai aidé à développer des technologies pour la startup. Donc, il n'y avait pas vraiment un but de publication, en tout cas pas dans l'immédiat. Et c'était montrer qu'on pouvait transférer des connaissances du public pour le privé et notamment pour une petite structure. Et D'accord. là encore, j'enchaîne du coup sur ce que j'ai fait récemment. Donc, j'ai continué à beaucoup réfléchir et je réfléchis encore beaucoup. Je pense que si ma mère était là, elle fait « T'as jamais été aussi sûr En fait. de ce que tu veux faire pendant tes trucs ?» Je lui ai posé beaucoup de questions et elle m'a Ouais. beaucoup aiguillé et elle m'a fait rencontrer pas mal de personnes. Je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de voir ?» Et je me suis dit, pourquoi pas essayer un peu le monde de la recherche clinique, notamment parce que je l'avais vu un tout petit peu avec le pansement et le monde du dispositif médical, mais je n'en avais jamais fait. Et je me suis bien rendu compte que c'était aussi un marché potentiel, en tout cas pour le travail, qui est assez… En fait, c'est un peu bête. Hein. Des fois, vous pouvez aller sur LinkedIn, Indeed, vous tapez un peu, vous essayez vous mettez juste des mots-clés des fois. Moi, des fois, je mettais biologie, je mettais microbiologie, je mettais biochimie et je voyais ce qui sortait. Et on voit, par exemple, quand on met microbiologie, on voit qu'il y a beaucoup de qualité qui sort, beaucoup de réglementaires. Mais on voit aussi de la R&D. Mais on peut voir du coup un peu les types de postes sans se focaliser sur de la R&D. Moi, c'est un peu comme ça que je faisais. Je partais à la pêche aux informations. Je mettais un seul mot-clé qui était plutôt une spécialité scientifique et je voyais un peu les postes qui pouvaient en sortir. Et j'ai vu, pour biologie, dispositif médical, j'ai vu sortir pas mal la recherche clinique. Et je me suis dit, ça a l'air intéressant. J'ai vu aussi les postes de médical scientifique liaison, mais donc ça, c'est des postes souvent qui sont très privés et qui demandent déjà d'avoir un petit peu de recul en recherche clinique, comme ça a pu être présenté dans un des épisodes précédents. Ouais. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me lancer un nouveau défi. Allez, je me lance dans la recherche clinique. Donc, j'avais vu une petite formation à l'université, un diplôme universitaire. Et je me suis dit, allez, je vais essayer de le faire. Et en même temps, il conseillait fortement d'avoir un stage. Ouais. Compliqué en période de Covid, mais voilà. Et donc, j'ai commencé à postuler un peu de partout. Donc, j'ai dit, bonjour, je vais commencer une formation, il faudrait que je fasse un stage. Est-ce que, dans le cadre de ce stage, vous seriez prêt à me prendre? Et la startup actuelle où je suis, en fait, je les avais contactés même avant d'avoir
de commencer cette formation et de même d'être sûr d'être pris. Et ils m'ont rappelé très tard, mais ils m'ont rappelé. Et ils m'ont dit, est-ce que ça vous intéresse toujours? Et j'aurais dit, bon, clairement, je n'ai pas les compétences qu'il y a sur la fiche de poste. Enfin, en tout cas, en recherche clinique, je n'ai pas autant d'expérience que ça. J'avais commencé à me renseigner, j'avais commencé à lire un peu ce que je pouvais trouver sur Internet. Et ils m'ont dit, bon, écoutez, en start-up, on ne peut pas non plus… Enfin, c'est ça aussi, c'est le message que tu as dit que j'essaie de faire passer, c'est qu'en start-up, ils sont dans l'innovation, ils sont dans ce que tout le monde parle. Ils disent, ah super, les startups qui font de l'innovation. Mais ce n'est pas eux qui ont forcément le plus de sous et ce n'est pas forcément eux qui vont attirer les plus grands talents parce qu'ils n'ont forcément pas les plus grands moyens. Mais en même temps, ils sont prêts à donner des chances à des personnes qui n'ont peut-être pas beaucoup de compétences initiales sur leur sujet, mais qui sont très motivées. D'accord. Juste Benjamin, cette petite formation dont tu parlais à l'université, tu l'avais faite avant ton entretien avec cette start-up déjà et c'est la durée, c'est quoi cette formation? Alors, en fait, les diplômes universitaires, souvent, c'est fait pour que des personnes qui travaillent puissent les suivre. Donc, c'est une semaine tous les mois ou une semaine tous les 2 mois. Et dans quelle durée? Combien de temps? Alors, moi, ça a été de octobre jusqu'à mars-avril. Ça a été un peu décalé avec le Covid. Et donc, c'est vraiment assez généreux, c'est pour vous donner des outils. Donc, il y en a un peu de tout type. Ça dépend aussi, je pense, du format des universités. Je sais qu'on m'a dit que ce n'était pas toujours ce format-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est juste que ça vous met le pied. Ça n'apporte pas forcément autant de connaissances qu'un apprentissage ou une alternance, parce que c'est sur une période plus courte. Mais en même temps, ça vous permet d'avoir des notions. Par exemple, on va vous parler de l'ISO 14000 quelque chose. Et comme ça, vous allez chercher, vous allez dire, ça, je ne pouvais pas en avoir connaissance si on ne m'en avait pas parlé, par exemple. Donc, ça t'apporte des notions théoriques un petit peu sur la recherche clinique. Et puis, entre-temps, tu postulais et tu es tombé donc, sur cette offre-là. Voilà. Donc, en fait, quand ils m'ont fait passer le premier entretien, j'aurais dit, en plus, je me suis renseigné pour passer une formation en recherche clinique pour là, en octobre. Donc, ils m'ont dit, c'est super, si vous pouvez commencer, on vous laissera bien sûr finir la formation. Et ils m'ont donc du coup donné ma chance. Alors bien sûr, je suis arrivé, j'ai fait ce que j'ai pu, enfin je fais ce que je peux là en recherche clinique. Et je savais qu'en arrivant en start-up, je ne ferais sûrement pas que de la recherche clinique. C'est toujours un peu les start-up, on vous engage pour une chose, mais vous allez vous retrouver à faire forcément plusieurs choses. Voilà, parce qu'il faut être polyvalent, il faut être ouvert, il faut être curieux, il faut être dynamique. Il faut aussi savoir pas trop compter ses heures. Donc, c'est ce que je te disais, ça ressemble quand même un peu à pas une thèse bis, mais en tout cas le fonctionnement d'une unité de recherche. Et donc, on est très vite happé et on gagne beaucoup en compétences. Honnêtement, moi, je le vis un peu comme ma thèse. J'arrive avec très peu de compétences et chaque mois qui passe, j'en acquéris des nouveaux, je développe des nouvelles choses. Et c'est comme en thèse. Quand on est arrivé, quand on sortait de nos masters ou de nos écoles d'ingénieurs, moi, je me souviens, j'étais là, on me parlait de PCR quantitatif. J'en avais les notions théoriques, mais alors après, de savoir optimiser des primers pour faire des… Non, on apprend sur le tas et on apprend en faisant. Il faut savoir le faire. Bon, on sait, après un doctorat, à un moment, on sait être flexible. Oui, voilà, on sait le faire. Mais au début, on n'avait pas forcément… moi, je sais que quand j'ai fini, je savais pipeter, je savais faire des choses. Mais au cours du doctorat, un jour, on m'a dit qu'il faut faire de la métagénomique. Je me suis mis dans les métagénomiques. Le lendemain, on me disait, il faut parler polymère. Je regardais pour faire du polymère. C'est ça aussi la force qu'on acquiert, c'est qu'on nous donne des impératifs très variés et on arrive à les gérer, les digérer et en faire en fait des compétences à nous. Et on devient expert dans un domaine, mais je pense qu'il faut toujours se dire que quand on va arriver et changer de poste, on va repartir des fois d'un peu loin, mais c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on va gagner en nouvelles compétences. Absolument. Et les startups ouvrent cette porte. Alors, toutes les startups ne sont pas parfaites. Je veux éviter le stéréotype de la startup nation qui est très en vogue, etc. Bien que l'État a tendance à pousser les jeunes doctorants vers les startups, les IPHD, il y a plein de concours pour forcer un petit peu la création de startups. C'est très bien, ça ouvre beaucoup de possibilités, c'est très formateur, mais bien sûr, ça consomme beaucoup de temps et d'énergie. Voilà, il ne faut pas se le cacher. Mais… Ok. Donc, je reviens juste Benjamin. Donc, du coup, ils t'ont quand même fait confiance, c'est ce que tu as dit, clairement, parce que toi, tu avais juste une formation à peu près théorique, un petit peu, et ils t'ont mis sur un poste quand même de chef de projet où tu étais amené à faire plein de choses, comme tu disais. Par rapport à tout ce que tu étais amené à faire, c'était quoi? Il y avait les ressources humaines, tu peux décrire un petit peu tout ce que tu fais? Exactement. Donc, j'ai ma mission, mon poste pour lequel j'ai ma mission principale, c'est la clinique. Donc, on
on développe un dispositif médical, donc juste pour faire un bref récapitulatif. Alors moi, je suis biologiste, microbiologiste de formation et maintenant, je travaille avec des ingénieurs informaticiens pour faire un logiciel de réalité augmentée pour l'aide à la chirurgie sur certains types de chirurgie. Donc, c'est très différent. Je parle donc, de réalité augmentée, d'intelligence artificielle, de computer vision, de toutes nouvelles choses. Et c'est très nouveau pour moi, mais du coup, bah, voilà, pareil, on apprend, on se forme. Et donc, moi, je m'occupe des essais cliniques. Donc, c'est de montrer qu'on a un intérêt pour le patient et aussi pour l'utilisateur, qui est le chirurgien dans ce cas-là, de notre technologie avant de pouvoir la mettre sur le marché. Pour mettre sur le marché quelque chose, comme pour les médicaments, il faut prouver qu'on ait un intérêt thérapeutique. Et ensuite, mon autre mission et ma mission qui me prend en ce moment beaucoup de temps, comme je vous dis, voilà, on m'a mis chef de projet clinique, mais j'ai le mot chef de projet. Donc, il y a d'autres projets qui m'ont été confiés, alors que je suis de plus ou moins près. Donc, il y en a, je m'en occupe beaucoup, il y en a d'autres, je m'en occupe un petit peu moins, mais je donne mon avis extérieur parce que j'ai justement un avis qui est un peu moins formaté par mes connaissances, et notamment par le côté pratico-pratique, c'est-à-dire que le fait que je ne sois pas informaticien, bah, des fois, je pose la question, je dis à quoi il sert ce bouton? Et on va me dire, ah mais oui, mais tu comprends, c'est ça. Je fais, ah mais c'est trop compliqué. La personne qui va l'utiliser, ça va pas être quelqu'un fort en informatique. Donc voilà. Donc c'est ça aussi. Hein. Il ne faut pas hésiter des fois à changer de domaine parce que c'est pas forcément mal vu de ne pas avoir des connaissances dans un domaine parce que vous apportez aussi un regard nouveau. C'est pas tout le temps ce qu'ils recherchent, mais des fois en fait, ça peut être très 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 bénéfique. Et donc voilà, donc je me retrouve avec d'autres types de projets, donc des projets qui sont très, par exemple sur de la collection de données. J'en ai un autre qui est un peu plus gestion d'un projet européen, donc les très très gros projets H2020 de plusieurs millions d'euros. Donc moi, je suis le point de contact pour la startup sur ce projet-là. Donc j'organise des meetings, j'aide à l'avancement des work packages. Et ma dernière mission qui est commune, en fait, que je sois chef de projet clinique ou chef de projet en général, qui est la réponse à l'appel à projet. Et alors là, j'ai écrit une ANR la première fois, c'est ce que je t'ai dit il y a 2 mois. Et quand on est en thèse, on entend parler de l'ANR, on ne comprend pas trop des fois pourquoi nos chefs sont un peu aigris parce qu'ils écrivent une ANR. Bah, honnêtement, j'ai aidé à en faire une. Et ben, il faut le voir pour le croire. Donc, maintenant, tu comprends mieux maintenant. Voilà, mais c'est ce genre de choses aussi qu'on n'apprend pas forcément en thèse et que les startups sont obligées de faire parce qu'elles ont besoin aussi d'argent au début tant qu'elles ne vendent pas et qu'elles ne gagnent pas d'argent d'elles-mêmes. Et donc, voir comment on écrit un projet européen, voir comment on écrit une ANR, c'est des compétences qui sont très importantes. Alors, pour le privé, on va se dire, mais quel est l'intérêt? Et en fait, de plus en plus maintenant, quand on répond à un appel à projet en Europe, par exemple, pour l'Europe, il faut des partenaires industriels. Donc, il y a certains types d'appels à projets, il faut des industriels. Donc, il y a toujours, dans les grands groupes industriels, il y en a qui s'occupent de gérer ces projets, les projets d'innovation, les projets de R&D, et même des fois, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que les R&D dans les entreprises, c'est pas vous avez un laboratoire dans une entreprise. Vous avez une personne dans l'entreprise qui s'occupe des collaborations de recherche et développement. Il y en a, ils ont leur laboratoire, il y en a, ils ont leurs moyens, mais il y en a d'autres, comme on a pu voir dans un des épisodes précédents aussi. Hein, je fais beaucoup de pubs pour vos épisodes. Ça montre que tu regardes les lives, c'est génial. Mais de sociétés qui font les tests précliniques, etc. J'ai connu une entreprise qui ne faisait aucune R&D interne. Elle faisait tout délégué. Elle faisait le travail intellectuel, mais elle ne faisait pas le travail pratique. Exactement. Tu parlais tout à l'heure de faire plein de choses. Effectivement, ce que tu m'avais dit, je crois, ça manque un petit peu la formation doctorale, cet aspect gestion de budget, cet aspect ressources humaines. Toi, tu t'en es rendu compte en start-up. Hein. Tellement de choses que tu n'as pas fait finalement. Tu aurais été bien d'apprendre. Tu aurais été bien d'apprendre finalement. Ben, en fait, moi, je pense que ce qui un jour vient de peut-être, ça nous rajouterait un peu de boulot, mais en même temps, ça nous montrerait les réalités de la chose, c'est que nos responsables de thèse nous montrent vraiment les budgets. Parce que nous, on est là, on va dire, bon, bah, j'aimerais avoir, je ne sais pas moi, un nouvel appareil PCR, etc. On va te demander un devis, mais on ne va pas jusqu'au bout du procédé. Il y en a, ils le font. Hein. J'ai vu des laboratoires où les doctorants allaient vraiment jusqu'au bout du procédé. Il y en a d'autres non. Et en fait, les budgets, c'est quand même, honnêtement, pour tous ceux qui veulent devenir chercheurs, et j'espère que le système évoluera parce que ce n'est pas du tout propice à la recherche. Les chercheurs ne font pas de la recherche. Ils font des réponses à appel à projet, de la ressource humaine et de la gestion de budget. Ils font ce que font un chef de projet. Et j'espère que le système français évoluera pour qu'il y ait des chefs de projet dans chaque unité, mais que les chercheurs fassent de la recherche.
Exactement. Et tu en penses quoi, justement? Tu parles de chef de projet. Quand on est doctorant et qu'on prépare son CV pour après la soutenance, est-ce que chef de projet, pour toi, ça englobe les compétences d'un doctorant? Et ben, en fait, ça englobe une partie. Et ce que je t'avais mentionné, ce qu'il faut faire en fait très attention, c'est quand on est en thèse, on est souvent chef d'un projet. Moi, j'avais quand même plusieurs petits projets, mais c'était voilà, c'était petite échelle, etc. Quand on devient chef de projet, notamment dans les grandes industries, on se retrouve face à des deadlines qui sont beaucoup plus agressives. Et là, je peux vous dire que, par exemple, actuellement, je réponds à 3 appels à projets et j'ai 3 deadlines qui sont très, très agressives. Et c'est peut-être ça qui est un petit peu perturbant, c'est que on se retrouve un peu dans notre monde où on est complètement maître à un monde où on est quand même un petit peu plus assujetti à l'avancement des autres, aux deadlines qui sont un peu plus poussives des fois. Et on n'a pas autant notre temps, notamment pour réfléchir. Et des fois, c'est vrai que c'est ce qui manque, c'est qu'on design. Moi, je comprends comment des fois mon chef a pu écrire des choses pour des appels à projets. Je lui dis, mais c'est pas réalisable. C'est parce qu'en fait, des fois, il n'a pas le temps de se poser pour le faire. Ouais, Mais en même temps, on ne lui donne pas les moyens pour le faire. Mais c'est très dur et c'est un boulot qui, honnêtement, on en a les compétences, mais il faut encore acquérir, je pense, de l'expérience pratique pour le faire. Et Génial, Benjamin. n'hésitez pas à voir, à lire une ANR. C'est particulier, c'est long, mais vous allez voir que la partie scientifique et la partie budget, la partie management de la propriété intellectuelle, la partie management tout court, tout ce qu'on appelle work package, etc., c'est des choses auxquelles moi j'avais très vaguement entendu parler pendant ma thèse. Donc, c'est intéressant à dire pour les doctorants, n'hésitez pas à regarder les demandes de financement, à y participer, à regarder aussi le budget. Ça, c'est des choses très intéressantes qui peuvent vous servir si ensuite vous souhaitez notamment switcher vers le privé. On va peut-être laisser le temps aux questions. Oui, Benjamin, pardon. je vois Delphine qui a allumé sa caméra, c'est passionnant, on pourrait ne pas s'arrêter, mais en laissant les autres poser les questions, comme ça on creusera sur des aspects bien spécifiques. Coucou Delphine. Salut, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, ça va? Alors, moi, ça va et vous deux? Oui, Très très bien. bien, très bien. Au passage, juste Delphine, je dis à tous les gens qui nous écoutent, posez vos questions, allumez vos caméras. Vous avez bien vu que l'ambiance est plutôt décontractée, on est bien, c'est cool. Et vous avez encore un quart d'heure pour aller creuser et aller titiller un petit peu Benjamin sur des questions bien spécifiques, n'hésitez pas. Oui, Delphine, tu as une question comme ça qui te vient pour Benjamin? Alors, pas particulièrement. Non, mais alors Benjamin, merci beaucoup. J'ai adoré t'écouter. J'aurais eu envie de répondre 3 milliards de trucs. J'ai mis 2-3 messages vite fait On a vu. dans la discussion. Mais non, mais je me suis régalée de la recherche, de l'innovation. Bon, c'est mon univers. C'est une question, mais c'est pas. Enfin voilà, c'est vraiment très relié à mon sujet, à moi. Voilà, l'accompagnement en financement. Je me demandais si du coup, dans la boîte où tu travaillais, est-ce que tu as échangé avec des consultants en financement pour ces histoires de crédit impôt recherche, justement? Et ben en fait, alors c'est ça aussi qu'on n'a peut-être pas l'habitude en thèse. Alors, je te l'avais dit, Asia, quand on Ouais. est en thèse, c'est nous le moteur de notre projet. Donc si ça n'avance pas, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Là, moi, ce qui est très dur, c'est qu'effectivement, je travaille avec moi, mes chefs, mes collègues et les consultants. Alors que ce soit pour, comme tu dis, pour le crédit impôt recherche, alors ce n'est pas ce qu'on fait en ce moment, mais je sais que ça va arriver incessamment sous peu. Et c'est surtout, par exemple, même pour monter, là, on monte un très gros projet européen, on est aidé par des consultants, l'EIC Accelerator. Donc, Ok. autant vous dire que je ne dors plus beaucoup, d'où mes magnifiques cernes. Mais en gros, c'est vrai qu'on se retrouve à travailler avec des consultants. Et les consultants, quand on commence à travailler avec eux, c'est pas du tout contre toi, Delphine, on est là, purée, ils ne comprennent pas. Et en Ah oui, fait, non, c'est alors, parce qu'on leur explique pas bien. Et en fait, ça fait un énorme effort. Et alors, c'est pour ça que la vulgarisation, c'est vraiment, ça devrait être obligatoire Important. aussi en thèse, savoir faire passer une idée simplement. Et quand on travaille avec des consultants, eux, ils ont plein de projets à gérer aussi de leur côté. Ils sont là pour vous aider à structurer, à vous donner un regard critique sur tout ce qu'ils ont pu voir et tout ce qu'ils ont pu accompagner. Ils savent comment les projets qui gagnent, enfin, quel type de projet gagne et quel type de projet a moins de chances de gagner. Donc, il faut savoir récupérer tout ça. Et ils vont vous dire des fois clairement, bah, moi, votre idée, elle est intéressante, mais le jury, il ne l'acceptera pas. Et donc, c'est vraiment un travail qui est très nouveau pour moi, de devoir interagir avec une ressource extérieure qui n'est pas sur le même niveau de compétence, parce qu'avant, j'interagissais beaucoup avec des chercheurs qui étaient de la même spécialité que moi, du même environnement que moi. Là, je travaille des fois avec des PhD, des ingénieurs de tout niveau, mais je dois du coup m'adapter parce qu'eux, ils sont là pour m'apporter une information ou pour m'apporter une aide. Et en même temps, il faut que j'arrive à leur faire passer le message que j'aimerais qu'ils travaillent ou qu'ils retravaillent ou qu'ils me donnent, bon, bah voilà, m'aider sur un budget. Bah, moi, j'ai fait un budget, je leur ai dit, bon, bah voilà, est-ce que ça vous paraît cohérent? Ils me disent, bon, bah là, c'est clairement pas assez pour ce type d'appel à projet. Là, c'est trop élevé. Cette dépense, il faut que tu la justifies, etc. etc. Et j'avoue que ça, c'est
ça s'apprend, je pense, avec le temps. Et je ne sais pas, Delphine, des fois, avec tes clients, comment ça se passe. Mais il y a toujours une phase où on sent qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et il y a une phase d'adaptation. Voilà. Alors, je te comprends à 3000% et je valide tout ce que tu viens de raconter. Après, ça dépend aussi le profil du consultant. Dans mon métier, en tout cas dans la boîte où je suis, on n'est que des masters, des docteurs. Donc, on a été chercheurs et je pense qu'on a ce regard de chercheur quand on était la tête dans le guidon, justement. Et maintenant, maintenant, je débarque dans les projets de mes clients avec l'angle financement, avec des définitions de recherche, d'objectifs, de contexte, etc., qui sont les textes de loi. Et ce n'est pas forcément ce qu'on vit au CNRS. Voilà, c'est vraiment un angle de vue complètement différent. Donc déjà, pour soi, entre faire le lien, la recherche que j'ai vécue versus la recherche telle qu'elle est décrite par les textes de loi, il y a déjà des choses à ajuster. Ensuite, au niveau du relationnel client, là, on se régale. Je dis ça en rigolant, mais il y a des gens avec qui on ne se comprend pas. J'essaye plein de vocabulaires différents parce que, en gros, les clients aiment bien dire qu'ils font de la recherche à tout va, alors que souvent, ce qu'ils appellent la recherche, c'est de l'innovation. Ça n'a strictement rien à voir. Les textes ne sont pas les mêmes. Et il se trouve que fiscalement, la recherche, c'est plus intéressant. Le retour sur investissement est supérieur par rapport à l'innovation. Donc, pour leur faire comprendre ce qu'est la recherche, alors je vais donner une définition, ça ne marche pas. Donc, j'essaye de rentrer par la porte. Je tente la baie vitrée, j'essaye le verre. Je pars dans tous les sens pour qu'on essaye de se comprendre. Après, quand vraiment le dialogue est compliqué, alors moi, je veux bien me remettre en question, mais il y a des gens qui comprennent ce que je dis. Donc, après, on a des documents écrits où on pose plein de questions à la personne pour essayer de partir en investigation dans tous les sens. Mais en tout cas, c'est un exercice intéressant. Et je me mets souvent à la place de mes contacts techniques, mes contacts R&D qui se retrouvent à écouter les questions que moi je leur pose, ça m'aurait intriguée, moi, si je n'étais pas allée dans le consulting et dans le financement, comment j'aurais perçu ces questions-là, parce que c'est un monde assez différent. Alors, c'est censé se croiser à un moment donné, mais voilà, encore une fois, le prisme est très différent. Je raconterais bien ma vie encore une demi-heure, mais j'ai vu une question passer. Je veux pas. Oui, c'est ça. C'est passionnant votre discussion. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, il y a encore autre chose. On a des questions. On a deux questions. On a deux questions. On va commencer par celle de Bosco. Donc, Bosco, merci pour ta question. Alors, il te dit comment faire valoir les compétences de chef de projet en tant que docteur dans un domaine éloigné des compétences techniques effectuées durant la thèse. C'est carrément ton cas, Benjamin. Comment en entretien, tu as pu faire la différence? Parce que tu m'avais dit qu'il y avait des concurrents qui avaient une plus forte expérience que toi en recherche clinique. C'est quand même c'est ce qu'ils m'ont dit après. Donc, effectivement, quand j'en ai rediscuté après avec mes chefs, ils m'ont dit tu n'étais clairement pas le mieux qualifié. J'étais, entre autres, peut-être le moins cher ou parmi les moins chers, j'avais le meilleur rapport qualité-prix, on va dire. On va dire ça comme ça. Ils m'ont aussi dit c'est parce que j'étais jeune et que j'étais aussi en capacité, plus jeune en tout cas, en capacité de m'adapter au monde des startups qui, quand on vient d'une très grande entreprise, ils sont habitués à un carcan qui est un peu différent de la startup. Alors, les compétences, moi, ce que je pense, c'est que si vraiment il y a un sujet qui vous intéresse et que vous n'êtes pas dedans, alors c'est jamais bien simple. Il faut essayer de se raccrocher à des choses quand même. Enfin, j'espère que la personne ne parle pas, je ne sais pas, voilà, elle est en biologie, puis elle veut faire, je ne sais pas, du BTP et de la construction. Là, je vais lui dire, ça va être très compliqué. Il va falloir plutôt passer par une alternance ou une formation qui va lui redonner quand même des compétences scientifiques ou techniques un peu plus poussées. Moi, ce que j'ai fait valoir, c'est qu'en fait, la recherche clinique, ce n'est pas quelque chose qui est dépendant nécessairement de la spécialité. C'est-à-dire que la recherche clinique, il y a tout un ensemble de règles, un ensemble de normes, de réglementations qu'il faut appliquer et qu'on soit un logiciel, qu'on soit un implant, qu'on soit X, qu'on soit Y, je serai en mesure de comprendre les tenants cliniques. Donc, c'est-à-dire le bénéfice pour le patient, je serai en capacité de le comprendre. Je ne serai pas en capacité de comprendre comment on conçoit le logiciel. Je ne sais pas coder, mais je sais que, par exemple, si on peut réduire le taux de complications liées à des saignements, j'envisage complètement ce scénario et je comprends complètement l'intérêt. Et alors, moi, c'est des exemples au final qui restent assez simples parce que la chirurgie, on ne rentre pas trop dans du moléculaire, on ne rentre pas trop dans ce genre de choses. Mais par exemple, il y a des dispositifs médicaux, je ne sais pas, par exemple, qui sont implantables, il y en a d'autres qui permettent de prendre la teneur en hormones, en glucose, etc. Mais je pense qu'on a quand même l'ouverture d'esprit et une certaine base de connaissances et de capacité aussi à se former qui peuvent permettre de croiser les barrières. Et honnêtement, une fois qu'on le fait une première fois, vous avez l'argument de dire « je l'ai déjà fait ». Et moi, je sais que je l'ai dit dès le départ. En fait, pendant ma thèse, j'ai travaillé sur des pansements, mais au tout début, mon chef, il me dit « tiens, et si tu essayais de faire de la peinture ?»
Je t'ai dit, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, j'ai trouvé un lien entre les deux. Il y avait un lien qui était… Quand on veut trouver des liens, on peut. On peut. Alors, on a juste… Merci beaucoup, Nedra. Merci d'avoir allumé la caméra, ma belle. Depuis le laboratoire, en plus, bravo. En plus du labo, là, je vois oh là là, je sais pas, je sais parce que c'est un bain-marie. Merci beaucoup, Nedra, hein, pour la caméra. Je vais te laisser la parole. Je vais juste lire le commentaire de Salim, si tu veux bien, Benjamin, parce qu'il rebondit sur ce que tu as dit, Benjamin. Faisant partie d'une start-up rachetée par Univers, je confirme l'obligation d'être multipotentialiste et de se découvrir plusieurs compétences nouvelles. Pour résumer, quand on aime apprendre, découvrir, augmenter ses compétences, on est fait pour les start-up. Me dit Salim, merci pour ce commentaire. Votre retour d'expérience trouve écho à mon expérience. Super, Salim. Je continue. Alors, Delphine, je poserai ta question, je crois, ou ta remarque après. Je laisse Nedra prendre la parole. Coucou, Nedra. Coucou, j'espère que vous allez bien tous. Merci beaucoup, Benjamin, pour votre retour. Alors, j'aurais une petite question, comme d'habitude. En fait, ma question, vu que en fait, moi, pour l'instant, je pense que après plusieurs réflexions, je vise un peu plus les startups. Je pense que ça ressemble plus à ce que je veux faire. Je voulais juste être sûre, c'est plus une confirmation. Donc, vous avez dit que chef de projet, ça va être plus en fait coordonner et trouver des financements que vraiment suivre, faire des analyses, on va dire, des résultats concrètement, c'est ça? Exactement. Mais après, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'en startup, ils peuvent recruter un doctorant pour faire des manips parce qu'en fait, ils ne peuvent pas, par exemple, se payer le luxe systématiquement d'avoir des techniciens, par exemple. Ils ont besoin de personnes qui vont faire des manips et qui vont directement y réfléchir derrière. Tu vois, ils n'ont pas des financements extensibles. Donc, par exemple, moi, je sais que dans la startup où j'ai fait ma thèse, juste après, je faisais mes propres manips, je gérais mon projet, j'avais 1 ou 2 projets, et je faisais mes manips. Donc, tu as cet aspect-là. Moi, après, là, actuellement, c'est un peu différent parce que je ne suis pas l'expert technique. Donc, forcément, je ne suis pas à la paillasse ou en tout cas dans le processus de développement, de recherche, etc. Mais honnêtement, dans une startup, tu pourras trouver de tout. Des personnes qui vont avoir plus un profil lié à la paillasse, mais qui seront doctorants, et des doctorants qui vont être, par exemple, business développeurs, qui vont faire du marketing, qui vont faire, etc. Tout dépend de ce que tu veux. Regarde bien, parce que souvent, même des fois, dans les startups, ils peuvent demander que tu aies fait des post-doctorats. C'est, je pense, très, très rare dans d'autres situations, mais j'ai vu des startups qui demandaient d'avoir fait des post-doctorats parce que les post-doctorats apportent encore savoir encore plus gérer certains projets scientifiques de pointe que ce qu'on peut sortir en thèse. Ce n'est pas une nécessité, honnêtement. Hein, voilà. Mais par exemple, imaginons, tu te dis, j'ai trouvé un super doctorat. Eh ben, tu peux te dire, je peux le faire parce que de toute façon, une fois que tu auras fini ton post-doctorat qui est un CDD, tu pourras toujours retourner voir des startups et leur dire, ça sera mon premier CDI. Je suis potentiellement un très, très bon investissement, que ce soit en tant que qualité et financier. Et en plus, je vous apporte une expérience qui va du doctorat et le post-doctorat. Moi, le post-doctorat aussi, j'aimerais que des fois, on le dise plus haut et fort. Ça peut être une expérience qui est très, très formatrice aussi et qui apporte notamment de la gestion de projet un petit peu plus poussée que ce qu'on peut voir en doctorat. Mais honnêtement, si tu veux te diriger vers des startups, regarde les profils. Il y en a, ils vont chercher des chefs de projet qui sont beaucoup plus dans de l'administratif, entre gros guillemets, et d'autres qui vont chercher plutôt des ingénieurs de recherche. Donc, des personnes qui vont être capables de faire de la recherche, designer tes manips, analyser tes manips et donner des résultats. Ça dépend beaucoup. Les startups, il n'y a pas de règle générale. Voilà. Il n'y a pas de règle. Okay. Et juste la dernière chose, et c'est vraiment possible de faire, combiner les deux, faire des post-docs, par exemple, dans des startups. Alors, c'est possible, c'est un peu plus rare parce que souvent, en fait, les startups, pareil, ils préfèrent prendre en CDI parce que ça leur coûte moins cher, en tout cas en France. Mais ça arrive. Les post-docs, je les ai par exemple plus souvent vus dans les grands groupes. J'ai vu Sanofi, Servier proposer des post-docs. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Merci. Merci Nedra, merci beaucoup pour ta question. Du coup, Benjamin, j'avais une question. Tu sais, le jour où tu as passé ton entretien pour cette start-up là, en recherche clinique, est-ce que du coup, la RH ou je ne sais pas, le directeur, est-ce que pour eux, ils considèrent tes années de doctorat comme de l'expérience professionnelle? Est-ce que c'est comptabilisé ou pas dans le calcul? Alors, c'est une question que je te pose. J'avoue que je ne leur ai pas demandé exactement, mais en fait, ils savaient que vu que j'avais fait un doctorat, j'étais capable de gérer un projet technique, que j'avais déjà des connaissances des appels à projets, un peu, comment ça se passait, comment ça pouvait s'organiser. Et alors après, dans les startups, c'est ce que je t'ai dit, les salaires peuvent être très variables.
Il y en a qui peuvent très, très bien payer parce qu'elles ont réussi à lever des fonds en plus de leur financement qu'elles font par appel à projet. Et il y en a d'autres où, bon, voilà, on va dire, ils n'ont pas la même manne financière, donc ils ne peuvent pas recruter à autant. Il y a des fois, ils ont des grilles de salaire. Donc moi, dans ma boîte actuelle, ils ont des grilles de salaire suivant les conventions collectives. Donc ça, c'est tout le monde du travail qu'il faut aussi comprendre parce que quand on sort de thèse, on a tendance à être je ne veux pas être méchant, mais un peu des pigeons des fois sur ce qu'on accepte comme conditions de travail. Alors, ce n'est pas du tout méchant. Moi j'ai par exemple pas négocié mon premier salaire. Ouais. C'est complètement idiot. C'est pas parce que tu ne pouvais pas ou c'est parce que tu ne savais pas? Parce que moi, quand ils m'ont annoncé le salaire, je me suis dit que c'était bien mieux que ce que j'avais avant. Ouais, forcément. Et que je vis assez simplement, je pense. Donc, je m'étais dit, je suis passé de 1300 à 2000 net et j'étais là, wouh, c'est bon, c'est bon. Et c'est vrai que maintenant, quand je vois des personnes qui sont en école d'ingénieur, enfin moi, mes amis en école d'ingénieur, ils me disent, mais Benjamin, avec ton profil, tu pourrais avoir tant. Ouais. Et je leur dis, oui, mais bon, c'est en start-up, etc. Mais ils m'ont dit, demande. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu as à perdre? Donc, tu ne leur demandes pas méchamment, tu leur demandes. Et c'est vrai que, bon, voilà, le doctorat, quand tu vas dans des startups, c'est vrai qu'ils considèrent ça plus comme de l'expérience parce qu'ils savent très bien qu'ils vont recruter quelqu'un qui est certes encore jeune, mais qui a déjà géré un projet, qui a déjà géré des connaissances, qui a fait de la revue de la littérature, ce que ne peut pas dire quelqu'un qui sort forcément de master. Donc, et regardez sérieusement juste je finis dans les startups sur leur site web, c'est impressionnant le nombre de PhD qu'on voit. Parce que, en fait, c'est le meilleur rapport qualité-prix, je le répète, hein, le meilleur rapport qualité-prix en termes de compétences et bon, de salaire, on peut demander plus, c'est sûr, mais c'est surtout en termes de compétences, peut-être pas rapport qualité-prix, mais rapport quantité de personnes, compétences. On concentre beaucoup de compétences en une personne. D'accord. Pour une startup, est essentiel. Ok, les startups donnent des opportunités quand même aux PhD. Là, tu es en CDI et tu envisages comment tu vois la suite de ta carrière, Benjamin, rapidement? Alors oui, alors très rapidement, alors c'est ce que je te disais. Alors moi, chacun fait comme il veut, mais alors moi, je pense que j'aimerais encore continuer de changer de domaine. Que ce soit dans du marketing, quand ce soit de la communication, comme je te disais, pourquoi pas devenir MSL un jour. Peut-être ça, mais sinon faire du marketing comme on a pu voir dans un des épisodes précédents. Honnêtement, tout ce que j'ai pu voir, même Delphine, ton épisode, j'étais là, je me suis dit, et pourquoi pas après tout? Parce que je trouve ça très intéressant. Et en fait, je ne sais pas où je vais atterrir. Récemment, j'ai discuté avec une ancienne de mes stagiaires qui travaille dans un groupe et je lui ai dit, ah bah tiens, j'ai vu ce poste-là. Et en fait, elle m'a répondu, elle m'a dit, ah ben en fait, j'ai déjà retrouvé un boulot. Je lui ai dit, bah, très bien. Elle m'a fait, par contre, si tu veux des contacts, vas-y, je te présente. Je lui ai dit, bah, c'est vrai, pourquoi pas? Et c'est plus de la gestion de projet, d'innovation, c'est-à-dire pour un groupe industriel, gérer l'acquisition d'innovation. Et donc, je trouve ça aussi très intéressant parce que moi, au fur et à mesure d'évoluer et être du côté de l'innovation, je vois aussi les critères sur lesquels je pourrais me pencher pour évaluer une startup pour savoir si vraiment elle tient la route ou pas. Donc, c'est ça aussi. Et honnêtement, voilà, vas-y. Non, je disais c'est génial parce que tu as l'air vraiment, tu es un start-upper maintenant et ça ne te dérange pas d'aller d'un sujet à un autre, de découvrir. C'est ça qui stimule, c'est ce challenge aussi finalement que tu adores. Et donc, du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de te poser des questions là-dessus, j'imagine que tu es ouvert, Benjamin, sur LinkedIn. Ah oui, complètement. Alors, je suis désolé, là, jusque fin juin, probablement que j'aurai un petit délai de réponse. Mais sinon, non, ça ne me dérange pas. J'échange facilement. Par exemple, Delphine, je lui ai posé des questions. J'aime bien poser des questions sur le parcours des gens parce que j'aime bien me comparer, pas en mal, mais en positif, me dire est-ce que j'aurais pu faire ça? Comment je pourrais l'articuler dans le futur? Moi, par exemple, je rêverais d'aller travailler quelques années à La Réunion. Hein. C'est un projet qui est toujours en cours de mon côté d'un point de vue personnel. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec Delphine et on a pas mal échangé. Il faut faire ça, clairement. Et en fait, trouves le job d'abord et après tu y vas. Voilà. Et par exemple, c'est mon seul regret. Moi, pourquoi j'aurais vraiment voulu, par exemple, faire un postdoc, c'est d'aller travailler à l'étranger. Je peux toujours le faire. Bon, il y a des conditions personnelles qui font que voilà, je suis resté en France. Mais en fait, moi, je ne me vois pas me limiter à un boulot. Et c'est ce que j'aimerais cultiver le plus longtemps possible. En tout cas, tant que je le peux, c'est le couteau suisse. C'est-à-dire, je connais tout, mais je suis expert en rien parce que j'aimerais pouvoir évoluer dans ma carrière. Et j'ai vu sur LinkedIn, et je trouve ça génial comme mine d'informations. Bon, vous passez un peu pour un stalker, mais bon, je m'en fiche. Je vais voir le profil des fois de personnes qui sont à la tête de BPI, qui est la Banque de l'innovation. Quand je vois leur parcours,
il y avait une dame qui est responsable de la BPI, je finis sur ça, elle a fait une thèse, elle a fait 2 post-docs, elle est rentrée en France, elle a travaillé pour un hôpital, je crois que c'était la PHP, ensuite elle a travaillé pour une boîte, elle a fait du consulting, elle s'est retrouvée en marketing, en gestion d'innovation et maintenant elle a la tête de BPI. Et je me dis, bah, c'est génial, elle a vu tout. Et moi, je veux faire un truc comme ça. Donc, peut-être que finalement, je me spécialiserai en recherche clinique, tout comme peut-être je changerai complètement de voie. Et je ne veux absolument pas me fermer de porte parce que je pense qu'en tout cas, on est la génération qui doit faire l'effort de ne pas rester dans notre siège toute notre vie au même endroit. Parce que c'est bien pour certains, mais je pense aussi que c'est ça qui fait la richesse de nos expériences. C'est qu'on est capable de sortir de notre zone de confort et d'aller apporter notre expérience dans d'autres secteurs. Génial, j'adore ta conclusion, Benjamin. Je la trouve géniale. Merci beaucoup, Benjamin. C'est vrai que là, il est déjà 14h02. On a encore envie de discuter avec toi. Et Delphine, je sais que tu voulais peut-être donner quelques précisions sur le dispositif CIR, mais les gens peuvent revenir vers toi éventuellement en privé s'ils ont des questions bien spécifiques. Ouais, je ne vais pas vous saouler avec mes histoires de pourcentage. Terminer sur cette période de Benjamin, moi, ça me va très bien. Bientôt en vacances, Delphine, il faut arrêter, il faut stopper. Là, il faut dire Non, c'est vrai. C'est génial parce que cette histoire de bouger, d'être stimulé, d'être challengé, finalement, ça fait que tu as un parcours qui est unique. Benjamin, tu auras un parcours qui est unique et qui te ressemble. C'est vrai qu'on a toujours des craintes de se dire, perdre son travail, est-ce que je vais retrouver autre chose, cette instabilité, mais en même temps, c'est ce qui fait vraiment le goût. Ça donne du goût à la vie, finalement. Merci. Voilà, je refinis juste sur un dernier truc. Avec ma collègue RH, on était là, mais est-ce qu'on ne cherche pas le mouton à 5 pattes? Parce qu'on fait un recrutement, elle me dit, est-ce qu'on ne cherche pas le mouton à 5 pattes? Et en fait, plus je regarde, quand je regarde en arrière sur ce que j'ai fait, je me dis, et plus je deviens un mouton à 5 pattes. Et plus on a des parcours variés, diversifiés, alors oui, on ne pourra peut-être pas être expert de la finance, mais on pourra un jour faire partie de conseils financiers parce qu'on aura petit à petit acquis des connaissances très diversifiées. Et avoir un réseau, c'est très, très intéressant parce qu'on voit le parcours de tous les autres et on obtient aussi comme ça des points d'entrée dans des postes pour lesquels on ne serait pas forcément légitime d'un point de vue purement compétences. C'est super. Et ce qui n'est complètement pas nécessaire d'avoir toutes les compétences. Je retiens une chose de ma formation, il vaut mieux un jeune motivé et polyvalent qu'une personne très spécialiste et pas motivée. Donc ça, ils le verront les recruteurs. Si une personne très spécialiste mais pas motivée, ils ne l'apprendront pas. Alors que si vous êtes un peu moins compétent mais que vous êtes très motivé et que vous avez fait l'effort de vous renseigner, il y a beaucoup plus de chances que ça passe. Voilà. Super. Écoute, c'est génial. Je pense qu'on va terminer sur cette belle conclusion. Plein de peps, plein d'espoir pour tous ces jeunes doctorants ou jeunes docteurs qui se posent des questions. Je pense que la start-up, comme tu dis, ça peut être une bonne porte d'entrée et ne pas hésiter à les découvrir, à être stimulé, à discuter avec les gens. Benjamin est ouvert aussi à vos questions. Merci à tous vraiment pour votre participation. Est-ce que tu as une conclusion, Delphine? Tu as envie de dire un petit mot? Je te laisse l'honneur. Alors, j'ai envie de dire merci. Et non, moi, ce à quoi je pensais, c'est que quand on est peut-être en master, en thèse ou en chômage après thèse ou dans un poste qui ne nous plaît pas, bref, qu'on est angoissé à l'idée de ne pas savoir quoi faire, avec le recul, et je crois que Benjamin me rejoint là-dessus, en fait, ne pas savoir ce qu'on va faire d'ici quelques années, c'est génial. Quand tu parlais, Benjamin, du parcours de je ne sais pas qui a fait 1000 et un trucs, moi, dans 30 ans, quand je veux raconter ma vie, je veux qu'il y ait des milliards d'expériences différentes et pas dire ouais, j'ai fait 30 ans dans cette boîte-là, c'est la boîte de mon père, et puis voilà, je suis née, j'ai vécu et je vais mourir dans la même ville. Non, faut s'amuser. Et puis, ouais, voilà, encore une fois, je suis consciente que c'est facile à dire après quand on est dans une situation plus confortable, mais je vous assure que c'est vrai. C'est bien de ne pas savoir. C'est l'aventure. Exactement. Vivez une bonne aventure. Votre aventure, c'est votre parcours, c'est vrai. C'est génial. Merci à tous, merci pour votre participation. Encore merci Benjamin de nous avoir accordé ton temps. Génial, merci beaucoup. C'était génial, c'était hyper stimulant. J'espère que vous avez aimé, tous les participants. Merci d'avoir été là. Et puis, on se retrouve pour Et n'hésitez pas à me contacter, voilà, il n'y a pas de problème. Yes. Je répondrai aussi rapidement que je peux. Merci beaucoup Benjamin, c'est aussi le cœur de Résalliance, c'est aussi de pouvoir créer du réseau, des contacts, le but c'est ça aussi. Donc merci à tous les participants, Delphine et Benjamin, je vous dis à bientôt et merci beaucoup, c'est super inspirant encore une fois, Élise, merci à tous Bosco, merci, prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt. Bon courage Benjamin pour cette période un peu dure. Merci, bon courage à vous. Au revoir. Ciao, au revoir. Merci à tous. Bye.